Bravo! Bravo! Bravissimo! Ce 30 mars 1778, à la Comédie Française, les spectateurs enthousiastes applaudissent à tout rompre la représentation d'Irène, dernière pièce de Voltaire. Pour cette 6e représentation, l'auteur en personne est présent dans la salle. Malade, il n'a pu assister aux précédentes. Mais en ce jour, c'est un véritable triomphe qui restera dans toutes les mémoires. Après avoir couronné de laurier l'auteur lui-même, l'acteur Brizard couronne le buste du philosophe. Ému aux larmes, Voltaire s'exclame « Vous voulez donc me faire mourir de gloire ?» Loin de mourir de gloire, le philosophe connaîtra, hélas, une fin douloureuse et clandestine. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vais évoquer pour vous les derniers moments et l'incroyable destin post-mortem de l'un de nos plus grands philosophes, j'ai nommé Voltaire. Mais au fait, Voltaire est-il bien inhumé au Panthéon ? Pour incongru qu'elle paraisse, cette question se pose cependant bel et bien. En effet, il se trouve encore aujourd'hui des auteurs pour affirmer que son cercueil est vide. Alors Voltaire repose-t-il ou non au Panthéon ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode en 2 parties. Voltaire est un vieil homme usé et malade lorsqu'il entreprend en février 1778 le fastidieux voyage qui le mènera de son domaine de Ferney, non loin de Genève, jusqu'à Paris. Âgé de 84 ans, il n'a pas quitté le pays de Gex depuis 20 ans et n'a pas revu la capitale française depuis son départ pour la Prusse en 1750, soit 28 ans auparavant. Mais il sait que les Parisiens lui réservent un accueil enthousiaste et il souhaite être présent pour la création de sa dernière pièce à la Comédie Française. Lors de ce dernier séjour à Paris, Voltaire est hébergé chez son ami le marquis de Villette, dont l'hôtel particulier se trouve à l'angle de la rue de Beaune et du quai des Théatins. Les plus méchantes rumeurs seront colportées sur la façon dont le marquis de Villette et madame Denis, nièce et maîtresse de Voltaire, s'occupèrent, ou plutôt ne s'occupèrent pas de lui durant ces derniers moments. Le journal allemand, la Gazette de Cologne, les accusera d'avoir purement et simplement remisé le vieil homme dans une misérable cabane au fond du jardin de l'hôtel particulier et de l'avoir fait veiller par 2 mégères ivrognes. On prétendra aussi que Voltaire était devenu fou, proférait des insanités et qu'il fut livré à lui-même dans une déchéance physique dont le spectacle était insoutenable. Ses plus violents détracteurs iront même jusqu'à affirmer qu'il délirait au point de boire le contenu de son pot de chambre. Même si les adversaires de Voltaire ont délibérément noirci le tableau de ses derniers instants, son médecin personnel, un nommé Tronchin, confiera tout de même à l'évêque d'Orange que le philosophe avait eu une épouvantable mort. Dans les 3 mois qui ont précédé sa mort, entre février et mai 1778, Voltaire a passé ses journées en visite et en réception. Tout Paris cherche à le rencontrer, à tel point que Tronchin, son médecin, doit faire paraître une annonce dans le journal de Paris, priant les admirateurs de son patient de ménager sa santé en renonçant à venir le voir. Car la fin est proche. À la suite d'une première alerte, le curé de Saint-Sulpice, paroisse dont dépend le logis du marquis de Villette, est appelé au chevet du vieil homme. L'archevêché de Paris a décidé qu'on ne l'admettrait pas à la sépulture chrétienne s'il ne signait pas une rétractation formelle des impiétés contenues dans ses écrits. Pour ne citer qu'elle, sa dernière pièce Irène contient quelques vers farouchement anticléricaux. Mandaté par son supérieur, M. de Tersac, l'abbé Gautier ne parvient pas à faire communier le philosophe, mais il obtient de lui la fameuse rétractation.
Voltaire est hanté depuis longtemps à l'idée de subir le même sort que son amie de jeunesse, la comédienne Adrienne Lecouvreur, dont le corps avait été jeté à la voirie. C'est sans doute en pensant à elle qu'il accepte de signer le 2 mars le document exigé par l'archevêché. Mais bientôt, une rémission inespérée lui rend tout son mordant et son esprit critique sur l'Église, de sorte que lorsqu'il sera vraiment rendu à la toute dernière extrémité, il est à craindre que l'abbé de Tersac ne se montre pas aussi indulgent que l'abbé Gautier. Lorsque Voltaire décède finalement le 30 mai 1778 à 11 heures du soir, le marquis de Villette sait que l'inhumation religieuse lui sera refusée. Que faire ? Ferney est trop éloigné de Paris pour que l'on envisage d'y rapatrier le corps. Il faut donc parer au plus pressé. Voltaire est embaumé sur son lit de mort, à la lueur de la bougie, par M. Traille, chirurgien de la rue du Bac, assisté d'un nommé Burard, et par Mitoire, l'apothicaire du quartier. Dans son rapport d'autopsie, Traille mentionne divers détails sur l'état du rein et de la vessie, semblables à du lard et décomposés. La médecine moderne a d'ailleurs diagnostiqué que Voltaire souffrait probablement d'un cancer de la prostate. Et d'ajouter que le cœur est très petit et le cerveau très gros, ce qui n'étonnera personne. C'est alors que commence le morcellement en reliques du corps de Voltaire. Mitoire, qui vide son crâne, demande à conserver le cerveau, qu'il fait alors bouillir dans l'alcool, afin de le faire durcir, avant de le mettre dans un bocal rempli d'esprit de vin. Il conservera toute sa vie ce trophée, posé bien en vue sur une étagère de son officine de la rue de Beaune. À sa mort, son fils médecin proposera à plusieurs reprises d'offrir le cerveau de Voltaire à la République. Personne n'en voudra. Ne sachant plus trop que faire de l'encombrante relique, il organisera alors chez lui une curieuse expérience. Jean Horieux la raconte. Après avoir ouvert le bocal, on préleva un peu de matière cérébrale sur une pointe d'épingle que l'on enflamma, ce qui provoqua une étincelle. On déduisit de cette pittoresque expérience que le génie de Voltaire continuait incontestablement à lancer encore en pétillant des rayons de lumière. À la mort de Mitoire fils en 1848, sa fille Virginie, puis un cousin nommé Paul Verdier, héritent du bocal. Ni le Directoire, ni Louis-Philippe, ni la Bibliothèque nationale, ni l'Académie française n'en veulent. Que ferait-il du cerveau de Voltaire ? L'exposer entre deux encyclopédies ? De cousin en cousin, l'organe indésirable et mal aimé finit par échouer chez un certain monarque qui, en 1924, réussit enfin à se débarrasser du cerveau en l'offrant à la Comédie Française. Grâce à quoi les héritiers purent jouir pendant 20 ans de 2 fauteuils offerts gracieusement par Émile Fabre, qui était à l'époque administrateur général de la Comédie Française. Tout bien considéré, il est heureux pour les monarques que l'Académie française ne se soit pas mise sur les rangs. Qu'aurait-elle eu à leur offrir ? 20 années d'invitation aux séances d'élaboration du dictionnaire ? Au cours de l'embaumement de Voltaire, M. de Villette demande à conserver le cœur du philosophe. Il fera fabriquer un coffret de vermeil à son intention. Rien n'est trop beau pour l'illustre organe. Le cœur de Voltaire refait le voyage jusqu'à Ferney, où le marquis de Villette fait transformer la chambre du philosophe en une sorte de chapelle. Le coffret de vermeil est posé sur un piédestal en marbre, trônant dans une niche tendue de voiles noirs. Sur la porte de la chambre figure la célèbre épitaphe « Son esprit est partout, mais son cœur est ici ». Mais un jour, le marquis se retrouve à court d'argent. Il est contraint de vendre le domaine de Ferney qu'il avait acquis à la mort de Voltaire. Le cœur part avec lui pour son domaine de Villette à Pont-Sainte-Maxence. Pas pour longtemps, car bientôt l'Assemblée réclame la relique à Paris où se prépare l'apothéose de Voltaire et le transfert de sa dépouille au Panthéon. On ne saurait honorer le corps sans que le cœur soit aussi de la fête. A-t-on également pensé à inviter le cerveau ? L'histoire ne le dit pas. Mais enfin, le cœur, lui, sera bien à l'affiche, exposé devant l'hôtel du quai Voltaire, ex-quai des Théatins.
À la mort de M. de Villette, le chœur deviendra la propriété de son fils, Voltaire Villette, âgé de quelques mois à peine. Puis à la mort de celui-ci en 1864, le reliquaire se retrouve pris dans une invraisemblable querelle testamentaire. Son legs à Monseigneur de Dreux-Brézé, évêque de Moulins, est contesté par d'autres héritiers. S'ensuit un long procès au cours duquel les avocats des parties respectives plaideront pour attribuer à chacun de leurs clients la garde du cœur du philosophe. Le spectacle de cette plaidoirie dut être assez surréaliste. Pour mettre un terme à la querelle familiale, l'État déclare finalement le cœur bien national. Désormais, tout citoyen français en détiendra une parcelle. Victor Duruy, ministre de l'Instruction publique de Napoléon III, reçoit le précieux coffret des mains de Léon Duval représentant des héritiers. Le reliquaire est déposé à la Bibliothèque impériale le 16 décembre 1864, avant d'être donné à la Bibliothèque nationale, où il se trouve encore de nos jours. Dans le salon d'honneur de la bibliothèque, rue de Richelieu, les visiteurs sont accueillis par le plâtre original du Voltaire assis de Houdon. Sur le socle de la statue, on peut lire cette inscription « Cœur de Voltaire, donné par les héritiers du marquis de Villette ». Par un étonnant concours de circonstances, le cœur et le cerveau de Voltaire ont donc finalement abouti à quelques encablures l'un de l'autre, l'un à la Bibliothèque nationale, l'autre à la Comédie Française. Cœur et cerveau ont été passés en revue et dûment localisés. Reste le plus gros morceau, le corps. Pour que nul ne vienne à savoir que Voltaire est mort chez lui, et pour que le philosophe puisse être inhumé chrétiennement, le marquis de Villette a l'idée de taire provisoirement cette mort et de faire transférer le corps à l'abbaye de Célières près de Romilly dans l'Aube. L'abbé Mignot, frère de Madame Denis, et donc neveu de Voltaire, est justement affilié à cette abbaye, où il est convaincu que les moines accepteront d'enterrer religieusement le philosophe. En vue de ce convoyage clandestin, le corps de Voltaire est emballé, saucissonné dans des bandelettes, habillé de pied en cap, coiffé d'un bonnet pour dissimuler le triste état du crâne, et sanglé pour tenir bien droit dans le carrosse qui quitte Paris nuitamment et roule bride abattue vers l'abbaye. Au terme de cette expédition rocambolesque, le philosophe est inhumé dans une crypte le plus rapidement possible pour que les autorités ecclésiastiques de Troyes n'aient pas le temps d'être informées de l'interdiction qui pesait sur son enterrement en terre chrétienne. Ce fut là une sage précaution, car lorsque l'évêque de Troyes apprit la chose, il s'écria qu'il ferait déterrer et jeter à l'eau le corps du philosophe, ce qu'il ne fit d'ailleurs pas. Le décès de Voltaire est annoncé le lendemain. Madame Denis, à qui le philosophe a laissé son immense fortune, n'a même pas fait le déplacement jusqu'à Célières. Les restes mortels de Voltaire, moins le cœur et moins le cerveau, ne reposeront que 13 ans à Célières, en fait jusqu'à ce que l'abbaye soit vendue comme bien national sous la Révolution. Le marquis de Villette en profite pour réclamer à l'Assemblée nationale leur transfert au Panthéon. À l'Assemblée, ce projet ne remporte pas tous les suffrages. Lors de la séance consacrée à ce sujet le 8 mai, l'abbé Couturier intervient en ces termes. On compare Voltaire à un prophète ? Je demande que ses reliques soient renvoyées en Palestine. Un autre député, M. Gombert, suggère quant à lui « Renvoyez-le à l'abomination de la désolation !» Mais en dehors de ces quelques contestations, l'Assemblée se prononce quasi unanimement pour la réalisation du transfert de la dépouille de Voltaire au Panthéon, là où la nation française honore ses grands hommes. Reste à faire exhumer le corps à Célières. L'aventure post-mortem de Voltaire continue de plus belle. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode d'Au cœur de l'histoire consacré à la mort de Voltaire. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Cet épisode a été écrit et raconté par Clémentine Portier-Kaltenbach. Il a été réalisé par Oscar Vater.
Bibliographie. La mort de Voltaire, article de Jacques Bréant, 1984. Appendice à la vie de Voltaire par Condorcet, par Gustave Avenel et Émile de la Bédolière, 1867. Le cerveau de Voltaire, ce qu'il en reste. Vario, bulletin de la Société française d'histoire de la médecine, 1927. Histoire d'os et autres illustres abattis, par Clémentine Porty-Kaltenbach, aux éditions J.C. Lattès, 2006. Bonjour, c'est Clémentine Porty-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode en 2 parties, je vais évoquer pour vous les derniers moments et l'incroyable destin post-mortem de l'un de nos plus grands philosophes, j'ai nommé Voltaire. Mais au fait, Voltaire est-il bien inhumé au Panthéon ? Pour incongrue qu'elle paraisse, cette question se pose cependant bel et bien. En effet, il se trouve encore aujourd'hui des auteurs pour affirmer que son cercueil est vide. Alors, Voltaire repose-t-il ou non au Panthéon ? C'est ce que nous allons voir. Seconde partie, mystère au Panthéon. On trouva un cadavre décharné, desséché, mais entier, et dont toutes les parties étaient jointes. On l'enleva de la fosse avec beaucoup de précautions, et il ne se détacha que le calcanéum qu'une personne emporta. Le corps fut exposé pendant 2 jours au regard du public. Dans ce récit qu'il a fait de l'exhumation de la dépouille de Voltaire, M. Bouillereau, curé de Romilly-sur-Seine, omet de signaler qu'en plus de ce calcanéum ou os du tarse formant la saillie du talon, emporté par un curieux dont on ignore l'identité, 2 dents sont prélevées sur la dépouille. L'une échoit à l'officier municipal, M. Charon, chargé de transférer les cendres jusqu'à Paris. L'autre est donnée à Antoine-François Lemaire, rédacteur au père Duchesne, qui était lié au marquis de Villette. Il s'en fera faire un pendentif, portant sur sa monture l'inscription suivante : « Les prêtres ont causé tant de mal à la terre que j'ai gardé contre eux une dent de Voltaire. » C'est le peintre David et l'architecte Sellerier qui sont chargés d'organiser l'apothéose de Voltaire qui doit avoir lieu le 11 juillet 1791. Le Moniteur du 13 juillet décrit par le menu le scénario de cette coproduction. Un char de forme antique portait le sarcophage dans lequel était contenu le cercueil. Des branches de laurier et de chêne entrelacées de roses, de myrtes et de fleurs des champs entouraient et ombrageaient le char sur lequel étaient 2 inscriptions. « Si l'homme est né libre, il doit se gouverner. » Et l'autre, « Si l'homme a des tyrans, il doit les détrôner. » Le convoi, tiré par 12 chevaux blancs, mené par des hommes vêtus de toges romaines, fait d'abord un petit tour vers la Bastille. Il est accompagné de tout un attirail, bustes, portraits de Rousseau, de Mirabeau, de Voltaire, chaînes, boulets et cuirasses trouvés dans la Bastille, pyramides chargées de médaillons portant les titres de tous les ouvrages de Voltaire, statues d'or couronnées de lauriers, coffres d'or enfermant 72 volumes de ses œuvres. Le cortège, formé de dizaines de milliers de Parisiens, circule de 2 heures de l'après-midi à 10 heures du soir, soit 8 heures de déambulation à travers la capitale. Le corps fait finalement une entrée symbolique au Panthéon, où les travaux sont en voie d'achèvement, puis retrouve provisoirement Mirabeau et Descartes à Sainte-Geneviève. 22 ans plus tard, une nuit de mai 1814, un commando ultra-royaliste pénètre dans le Panthéon, ouvre les cercueils de Voltaire et Rousseau, subtilise leurs restes, les emporte dans des sacs de toile
et les réinhume en pleine nuit, quelque part près de la Halle aux Vins à Bercy. L'un des profanateurs, M. de Puymorin, confessera cette profanation sur son lit de mort. Une ouverture profonde était préparée au milieu de ce terrain vague et abandonné, où d'autres personnages attendaient l'arrivée de l'étrange convoi de Voltaire et Rousseau. On vida le sac rempli d'ossements sur un lit de chaux vive, puis on rejeta la terre par-dessus, de manière à combler la fosse sur laquelle piétinèrent en silence les auteurs de cette dernière inhumation de Voltaire et Rousseau. Ils remontèrent ensuite en voiture, satisfaits d'avoir rempli, selon eux, un devoir sacré de royalistes et de chrétiens. Les ossements de 2 des plus grands philosophes français disparaissent alors définitivement sous de vulgaires barriques de vin. Bien qu'ils aient été délestés de leurs occupants, leurs 2 cercueils sont déplacés le 29 décembre 1821. Charles X, frère de Louis XVIII, est alors roi de France et a rendu le Panthéon à sa vocation initiale, celle d'une église où l'on célèbre à nouveau des messes. L'Église catholique exige que les cercueils des philosophes soient transportés suffisamment loin du cœur pour que les officiants ne viennent pas à bénir ce que M. de Puymorin appelle Les restes de ces 2 philosophes impies et révolutionnaires, leurs doctrines pernicieuses et leurs détestables ouvrages. Les 2 cercueils vides sont donc remisés dans les profondeurs d'une galerie où ils vont pourrir doucement jusqu'en 1830. Cette même année, ils sont rapatriés à nouveau dans les cryptes qui les abritaient initialement. Ce transfert fait l'objet d'un procès-verbal très détaillé, mais pas plus qu'en 1821, on ne songe à les ouvrir, puisque chacun sait qu'ils sont vides. Il faut attendre encore près de 60 ans pour que l'on songe enfin à examiner leur contenu. Ce n'est donc que le 18 décembre 1897 qu'une commission de recherche formée de conservateurs, d'universitaires et d'architectes se rend au Panthéon pour procéder officiellement à l'ouverture des cercueils des 2 illustres philosophes. Cela, chacun en est bien convaincu, ne devrait être une simple formalité. Néanmoins, 100 à 150 personnes se massent devant l'entrée du Panthéon, argumentent à n'en plus finir et parient sur ce qu'on va trouver dans les cercueils, le vide ou alors des gravats, quoi donc. Une fois la commission de recherche réunie au grand complet, tout ce petit monde descend dans la crypte. C'est la bousculade. Des agents de police doivent s'interposer pour ramener l'ordre. La foule, nombreuse et impatiente, s'entasse dans une galerie, puis attend longuement. Déjà, le jour baisse, quand enfin, un ouvrier muni d'une lanterne ouvre la porte de la chapelle où se trouve le cénotaphe de Voltaire. On soulève le sarcophage, puis on ouvre le cercueil à coups de marteau. La tension monte. Les coups portés sur le bois résonnent dans les couloirs de la crypte, dans un silence lugubre et angoissant. À mesure que l'ouvrage des ouvriers progresse, la foule compacte s'agglutine devant le cercueil dont sont bientôt dégagées les planches arrachées. Soudain, un cri. Il y est. De fait, au fond du cercueil, étendu sur une sorte de litière de poussière brune, il y a un squelette noirâtre, désarticulé, épars. M. Berthelot s'incline sur le cercueil béant, et comme on retire un objet d'une malle, en extrait un crâne auquel adhèrent encore des bribes de peau fripée. Il l'élève de la main gauche, au-dessus de sa tête, tandis que de la droite, il l'éclaire avec la lanterne. C'est un spectacle fantastique et macabre. Le crâne semble, sous les rayons de la lueur jaune et falote, prendre vie et ricaner. D'instinct, nos regards comparent cette grimace d'outre-tombe au faciès émacié et railleur de la statue de Houdon. C'est la même expression, avec je ne sais quoi de plus aigu et de plus satanique. On songe irrésistiblement au vers de Musset. « Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire voltige-t-il encore sur tes os décharnés ?» Ce récit est complété comme suit par celui de Gosselin Lenôtre, journaliste au Monde Illustré. Au fond de la boîte restent les os décharnés. Ils forment un petit tas, perdu dans une sorte d'amadou noir et de brindilles, reste probable des fleurs de la pompe funèbre de 1791. À la nuit tombée,
On procède à la même opération sur le cénotaphe de Jean-Jacques Rousseau, situé dans une chapelle voisine. Nouvelle cohue, nouvelle minute de silence, quand les ouvriers portent des coups de marteau sur le cercueil de plomb crevassé. Les gardiens de la paix sont impuissants dans la pénombre à canaliser les impatiences. Ils menacent de faire évacuer la crypte et de limiter aux seuls membres de la commission l'accès au cénotaphe. La cohue et le brouhaha s'apaisent alors quelque peu. Le cercueil est ouvert. La dépouille de Rousseau est bien là aussi. Le nôtre la décrit dans les termes suivants. Les bras repliés sur la poitrine, les pieds croisés, la tête un peu inclinée sur la gauche. Quelques restes de vêtements ont subsisté, et le contraste est frappant entre l'attitude reposée et calme de l'homme de la nature et le désordre de la dépouille de Voltaire, qui semble s'être agité encore dans son sommeil. Comment aurait-il pu en aller autrement alors que le corps du malheureux Voltaire avait été victime de toutes sortes de larcins post-mortem ? Le coup de théâtre du 18 décembre 1897 qui accompagna l'ouverture des deux cénotaphes semble ne pas avoir marqué les mémoires, puisque des livres publiés de nos jours affirment encore que les restes de Voltaire et Rousseau achèvent de se dissoudre dans le sol quelque part du côté de Bercy. Or, nous avons vu qu'ils n'avaient jamais quitté le Panthéon depuis la Révolution, se contentant de quelques migrations d'un couloir ou d'une crypte à l'autre. En 1791, alors même que Voltaire entre au Panthéon, le trésor de Saint-Sulpice, église dont on a vu que le curé M. Tersac eut une grande responsabilité dans les mésaventures posthumes du philosophe, est caché dans sa chambre mortuaire. 150 ans plus tard, Saint-Sulpice rendait la politesse à Voltaire en accueillant dans sa crypte pendant toute la durée de l'occupation le Voltaire assis de Houdon pour éviter sa confiscation par les Allemands. Le trésor de Saint-Sulpice chez Voltaire et la statue de Voltaire à Saint-Sulpice, qui l'eût cru ? Peut-être cet ami de Voltaire, qui se promenant un jour avec lui, vit le philosophe saluer respectueusement le prêtre que tous deux venaient de croiser en chemin. Interloqué, cet ami demanda à Voltaire s'il s'était enfin réconcilié avec Dieu. Le philosophe lui aurait répondu : « Nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas. » Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Cet épisode a été écrit et raconté par Clémentine Portier-Kaltenbach. Il a été réalisé par Oscar Vater. Bibliographie. La mort de Voltaire, article de Jacques Bréant, 1984. Appendice à la vie de Voltaire par Condorcet, par Gustave Avenel et Émile de la Bédolière, 1867. Le cerveau de Voltaire, ce qu'il en reste. Vario, bulletin de la Société française d'histoire de la médecine, 1927. Histoire d'os et autres illustres abattis, par Clémentine Portier-Kaltenbach, aux éditions J.C. Lattès, 2006.